attention, pour cette petite entrevue, tu vas peut-être entendre des bips ou, à un moment donné, il y aura des blancs. C'est parce que mon invité, José Godette, est très, 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 très émotif. Alors, des fois, il dit des gros mots. Mais l'entrevue est exceptionnelle. Tu vas apprendre plein de belles choses. Alors, bonne entrevue. Aujourd'hui, Pierre dans son garage, je suis un peu fébrile, José, parce que tu le sais, j'ai été groupie très longtemps à des grandes gueules. Écoute, non, mais je reçois José Godette des grandes gueules, des grandes gueules. On peut dire anciennement des grandes gueules, ouais. Ça a fait partie de ta vie longtemps, ça, cette affaire-là, des grandes gueules. Ouais, plus de 20 ans. Tu sais, c'est 20 ans et demi à la radio, mais Mario, ça fait quand même, on l'a calculé l'autre fois, ça fait 30, attends, j'ai moins 12. Ça fait 37 ans. 37 ans que je connais Mario. Donc, pour se rendre à devenir les grandes gueules à la radio, tu sais, ça aura pris plusieurs années, c'est-à-dire que tu as 4 ans de secondaire, un autre 2 ans Mario dans l'armée. Tu sais, ça a pris quasiment 10 ans là, juste pour se rendre à devenir les grandes gueules. Puis, on est chanceux parce que des fois, c'est 10 ans de plus. Nous autres, on a vraiment été très choyés dans notre parcours. On est tombé dans la cuve à la chance. Comme Obélix est tombé dans la potion magique. Nous autres, on sort de l'École nationale de l'humour, paf! On pogne un premier contrat, bam! On le fait pendant 20 ans. On devient le show de radio le plus écouté de toute l'histoire de la radio au Canada. Tu sais, c'est n'importe quoi notre vie. Mais en même temps, je dis ça parce que j'aime me faire croire qu'on a été plus que chanceux, mais je sais à quel point on a travaillé fort. Ah oui. La raison pour laquelle je dénigre pas la chance, c'est que j'ai plein d'amis qui ont travaillé fort et que ça n'a pas marché. J'ai mes propres enfants, mon fils à qui j'ai expliqué qu'il fallait travailler fort pour ses études, puis que quand il y a eu des échecs, malgré les efforts qu'il avait mis, puis il en avait mis beaucoup, j'étais désemparé à lui dire, ouais, c'est quoi je vais lui dire, là, parce que moi, tout roule sur, si tu mets des efforts, tu vas récolter quelque chose. On est obligé de dire, ben, malheureusement, ça prenait une petite affaire de plus d'efforts, puis souvent, puis ça c'est vrai dans toute l'histoire de l'humanité, souvent, ton gros succès, il est juste à côté de l'échec. C'est-à-dire que tu aurais pu te tromper si tu avais abandonné il y a 4 minutes, tu ne l'avais pas, mais tu as toffé le 4 minutes de plus pour avoir le plus gros succès de ta vie. Je le sais que c'est fucké, je le sais que c'est weird, puis là, je vais sacrer pour bien démontrer que j'y tiens. C'est comme ça. Je veux dire, tu peux pas le réinventer. Le monde roule et a été construit sur ce qu'on vient de se dire. Des fois, ça marche, des fois non. Pourquoi lui, pourquoi pas elle? Je le sais pas. C'est comme ça. Tout ce qu'on sait, qui est récurrent et qui marche, c'est que les gens qui sont entêtés et qui mettent des efforts finissent par récolter des résultats. Point à la ligne. Merci, bonjour. Mais c'est vrai! Ça a été ma plus courte entrevue. Merci, José. On se revoit. C'est efficace. Écoute, t'as résumé pas mal tout ce que le monde m'a dit jusqu'à date. T'avoir su, j'aurais commencé par toi. Non, mais j'aime ça, moi, ces conversations-là. J'en ai beaucoup avec des amis, beaucoup avec d'autres amis artistes. J'en ai avec mes enfants, j'en ai avec mon frère, ma sœur. J'ai toujours cru en ce que je viens de te résumer. Tu sais, c'est l'histoire d'une vie. J'ai 49 ans, avoir 50 ans. Fait que ça a pris beaucoup de temps, mais ça fait longtemps que je pense comme ça et je crois. José, tu viens de Sainte-Clotilde. Ouais. C'est où, ça? Ça, c'est vraiment, t'es en banlieue du Grand Montréal, de Montréal. J'ai vécu là seulement 2 mois. Tu sais, je le sais que je suis né là parce que ma mère avait peur dans cette maison de campagne-là. Parce qu'après ça, je suis tombé tout de suite à Jeanville-Saint-Pierre, Ville-la-Salle. On a tourné alentour de ça pendant un petit bout. Mais je suis né à Sainte-Clotilde. Mon père avait pogné une fitte, c'est lui qui était de Montréal avec ma mère, mais genre Verdun-Villemort. Elle pogne une fuite, il s'est acheté une petite maison en campagne. On s'entend que
c'est encore la campagne, ça me fait vous imaginez, il y a 50 ans, c'était quoi? Donc, il est allé s'installer là, qui était pas loin de mon parrain, Gaétan, qui est décédé depuis longtemps déjà, mais tu sais, puis ma mère était triste parce que ma mère avait grandi dans les ruelles de Villemort. Fait que pour elle, ma mère a peur des bébites, a peur des écureuils, a peur de tout ce qui vit à l'extérieur de la maison. Fait que ça a été un calvaire pour elle. Il y avait des couleuvres dans le cou, dans le sous-sol, des rats, des souris. Tu sais, elle a détesté ça. Puis donc, je suis né là, moi, puis 2 mois après, on déménageait là, parce que c'était un code divorce dans ce temps-là. Là. Donc, t'es allé à Ville-la-Salle, mais je veux dire, tout ton primaire, secondaire, tu l'as fait là. Mon primaire a été à Saint-Constant, donc à mi-chemin entre Sainte-Clotilde et Montréal. Et mon secondaire, lui, s'est fait à Ville-la-Salle. Et est-ce que ça allait bien à l'école? Tes notes, t'étais-tu un bon élève ou? Ouais, mais j'ai pas de mérite. C'est-à-dire que j'étais paresseux. Je faisais pas beaucoup de devoirs. J'avais une mémoire phénoménale que je n'ai plus aujourd'hui, malheureusement, mais j'avais cette faculté-là de quand le prof, il disait, là, ce que je vous dis là, c'est important, je veux là. J'écoutais, me concentrais, je prenais une photo de la réponse, de l'équation ou whatever, puis je me rendais à l'examen avec ça, puis je l'avais. J'étais vraiment dans les meilleurs de ma classe toujours, là, tu sais, j'étais à 90 de moyenne, puis, mais j'ai pas forcé, là. Tu sais, l'école, c'est une intelligence particulière, je veux dire, tellement de gens sont spectaculairement intelligents à l'extérieur de l'école, ils ne le sont pas du tout à l'école, et vice-versa. D'autres qui sont spectaculaires dans les études, qui ont cette faculté-là de concentrer, synthétiser, tout ça, puis t'es mettre devant un problème bébé dans la rue, puis ils savent pas quoi faire. Fait que c'est une intelligence, mais elle est particulière, elle est différente. C'est pas, entre guillemets, l'intelligence. Donc, moi, j'avais cette faculté-là à l'école. J'en ai bénéficié parce que j'ai pu me faufiler sans que mes parents m'écœurent. Au secondaire, pareil. Tu sais, fait que j'ai un parcours scolaire assez simple, assez facile, sans embûche. La seule affaire que je m'en veux, c'est que j'aurais dû écouter un peu plus dans tout ce qui est grammaire. Ah! Pour vrai? Je suis mieux, là. Je me suis corrigé depuis une couple d'années, mais il y a eu, en plus, moi, 20 ans d'écriture de sketch avec les scripteurs. On écrit du joual, donc tout le monde a son code. Quand je suis sorti de la radio, Chris, je savais plus écrire. J'écrivais au son. That's it. Là, à cause des réseaux sociaux, j'ai dû me reconcentrer et réfléchir à ce que je faisais. Mais entre nous, à la radio, là, c'était au son, là, tu sais, pour qu'on comprenne comment le personnage parle. Ouais. Ça m'a fait mal, ça. Pas simple. Donc, rapidement, là, José, là, primaire, secondaire, ça va bien, mais là, au secondaire, tu rencontres quelqu'un. Je rencontre Mario. Ça arrive en secondaire 2. Puis on l'a raconté souvent, mais ça a commencé que je voyais Mario aller, puis il me faisait rire aussi, là. Et il m'a emprunté de l'argent pour un dîner. Ça a duré, on dit 3 semaines, mais c'est facile 3 semaines, là. C'est peut-être plus parce que à tous les jours, moi, je sais, j'avais prêté 2 piastres, c'était beaucoup d'argent, là, 2 piastres. C'est comme si aujourd'hui m'avait emprunté un 20. Ouais. Peut-être pas un 20, mais au moins 10 piastres. Ouais. C'est pour un jeune, là. Un jeune de 12 ans. Fait que je courais après mon 2 piastres en tête. Parce que moi, j'étais très économe, c'est-à-dire que je travaillais déjà, moi, à 12 ans avec mes parents. Mon père avait une route de chips, fait que je faisais genre 10 piastres par semaine, puis ma mère me donnait 2 piastres pour manger à l'école, fait que je l'avais 2 piastres à y prêter, c'est pas un problème. Sauf que je voulais pas le disparaître à un gars que je connaissais pas. Fait qu'on est devenus amis parce que je l'harcelais de me rembourser. Et figure-toi donc que quand il a fini par le faire, il m'a remboursé à 9h le matin, puis à 11h, il me réempruntait 1 pièce. Le gag entre nous, c'est que Mario m'a toujours dû de l'argent. C'est assez vrai. Parce que Mario a une faculté extraordinaire de jamais avoir d'argent sur lui. Comme ça, il est sûr de ne pas dépenser. Ah, c'est son truc.
moi, je vais être sûr d'avoir un peu de sous sur moi au cas où il m'arrive un pépin. OK. Mais là, cette rencontre-là, ça a changé ta vie. Je veux dire, écoute, ton parcours, ben, parce que là, moi, ce que j'ai vu ce que j'ai lu un peu, j'ai fait un peu de recherche. J'ai pas encore de recherchiste, là, moi, là, j'ai pas. Non! Non, je suis pas rendu là, à un moment donné, là. Si t'as des noms, tu m'en donneras. Mais, non, mais, il paraît que la cafétéria, c'était votre salle de spectacle. Oui, ben en fait, tout était prétexte. Je veux dire, avec Mario, on s'était mis dans le comité de la pastorale parce que ça nous donnait le droit de parler dans la classe, dans le cours de religion. On pouvait prendre 5 à 10 minutes par cours, puis le prof, c'était vraiment cool. Tous les profs étaient cool en pastorale. Là. Fait que, puis, tu sais, souvent les profs nous disaient, c'est bizarre, parce que vous autres, ça dure 2 jours, 10-15 minutes, puis les autres élèves, dans les autres cours, jamais, ils ont rien à dire, eux autres. Ouais, prennent pas ça au sérieux. Mais les autres, on s'inventait des affaires, si ça n'avait pas de bon sens. On avait tout, parce qu'on voulait prendre la parole, parce que on était de connivence avec le reste de la classe, qui savait même, on leur brûlait 15 minutes de cours par semaine. Mais donc ça, on avait trouvé une façon de rentrer dans l'auditorium en cachette parce qu'on avait découvert que notre carte d'étudiant, la serrure backstage de l'auditorium, donc arrière-scène, était mal faite. Donc on pouvait glisser notre carte d'étudiant puis débarrer la porte. Oh. Fait que nous autres, on allait souvent dîner là, finir la journée là, on se promenait sur la scène, on aimait ça, on ne faisait que ça. On vivait pour ça. C'était fou, cela, là. Ça, c'est au secondaire. Oui, secondaire 2, secondaire 3, 4, 5. Là, on a passé, on jouait en impro, on restait après l'école faire des pratiques d'impro. Tu sais, moi, j'avais donné ça comme conseil à mes 2 jeunes. Quand ils sont rentrés au secondaire, j'avais dit, trouvez-vous une activité que vous aimez à l'école qui va vous donner le goût de vous rendre à l'école. C'était, tu sais, moi, c'était pas un calvaire de lever le matin pour l'école. J'avais hâte de voir mes chums, puis de faire de l'impro, puis des spectacles, puis des plans. Fait que, dans leur cas, eux autres, mes enfants n'ont pas réussi à se trouver quelque chose de passionnant à l'école. Ça m'a fait de la peine parce que je savais bien que c'était pour les aider dans leur parcours scolaire. Je l'avais vécu. Ouais. Quand t'es motivé par quelque chose, c'est le goût d'y aller. C'est clair, c'est clair. Puis là, rendu au cégep, vous êtes allé au même cégep, je pense. Ouais, avec Mario est venu au cégep une semaine et demie. Là, il est parti dans l'armée. Ah, OK. Mais toi, t'as continué, je pense, en art, toujours en art, non? Non, j'avais pris l'administration par paresse, parce que j'étais très fort en maths. Moi, les maths, là, je te l'ai dit, mémoire photographique. Fait que si j'avais photographié la formule, j'avais juste à refaire. Okay. Fait que je comprenais pas pourquoi tout le monde trouvait ça dur. C'est une affaire facile dans ma tête à moi, parce que je suis très cartésien, très, très, très organisé et logique. La formule est là. Fais-la, là. Ça vaut ça, moins ça, divisé par ça, merci, bonsoir, next. Ben c'est quoi ton prochain projet qu'on passe à autre chose? Ouais. Je comprends bien que pour beaucoup de gens, ils jambent devant ça et qu'ils veulent pas accepter que ça vaut ça. Puis c'est ça, hein, la guerre en maths, c'est un peu ça. Moi, dans ma tête, c'était ça. Je me dis, oui, mais accepte-les. Ça vaut ça, tu t'avais dit. Go, next! Fais la formule, ça marche. Donc, j'ai pris ça par paresse. Parce que Mario, quand il est parti dans l'armée, ça a fourré mon plan. Parce que on voulait faire de l'humour ensemble. Donc, j'ai pas eu le courage. En fait, c'est pas vrai. J'ai pris le cégep en administration, puis je suis allé au conservatoire La Salle, voilà, en radio, télévision, théâtre. J'ai fait juste 1 an, par contre. J'ai été accepté, j'ai fait 1 an. Mais je m'y sentais pas bien parce que il y avait beaucoup d'étudiants là-dedans, très, très théâtre, très béret, plateau, foulard. Puis moi, à ce moment-là, écoute, il y a 2 affaires qui arrivent dans ma vie à ce moment-là, 3 affaires. Mario s'en va, je suis triste. Je m'en vais au conservatoire en me disant je vais commencer à avancer un peu mon plan de devenir je sais pas quoi dans le show business. Je vais essayer. Et je prends ma job au gouvernement. Ce qui fait que je deviens le jeune le plus occupé de l'école. Je veux dire, moi, j'ai un char, j'ai un Padjet, j'ai un cellulaire. On est dans les années où rien que les gars de la construction puis le gouvernement avec des cellulaires. Moi, j'en ai un parce que je dois être rejoignable par la job. Fait que quand je rentre à l'école puis que j'ai des jeunes, là, je ne veux pas dénigrer rien. C'est juste
Je relate des faits. Oui. Moi, je suis dans l'action de ma vie. J'ai une bonne job, je gagne bien ma vie, je travaille tout le temps, je suis réussi à l'école, tout ça. Donc, j'ai comme du budget par rapport aux autres gens. Ouais. J'ai comme une vie d'adulte active. Je croise des adultes qui sont les meneurs de notre province. C'est ce que je vois, moi, dans mes soirées et mes fins de semaine. Je suis allé à l'école, puis on s'est pris bourse, couché, elle dit, Steve, je suis malheureux. Ça fait pas du tout avec moi. Moi, je me sens pas là. Imposteur, jugé, etc., etc. Fait, je quitte. Je sors de là en me disant, je vais trouver une autre façon de me rendre à mon plan. Parce que, tu sais, en début, vas-y. Mais attends, José, ton plan, c'était de devenir humoriste, là. Toi, dans ta tête, c'était clair, là. Le Jerry Lewis. Ça, toi, là, c'était, depuis longtemps, c'était ça ta vie. Moi, à 6 ans, j'ai 5-6 ans, j'apprends qui est Jerry Lewis à la télé, au cinéma. J'écoutais déjà les Tanacs, ça me faisait beaucoup rire. Et là, je vois Jerry Lewis un après-midi. Je me rappelle encore parce que ma mère travaillait de nuit à ce moment-là, fait qu'elle se couchait sur le divan. Moi, j'étais assis avec une petite auto dans ma main, puis une pomme, puis là, il y a un film de Jerry Lewis, c'était Dr. Love, là, tu sais, avec ses dents, puis il devient laid, puis beau, puis il s'entraîne, puis ses bras allongent. Moi, la shot des bras allongent, là, je hurle ma vie. Je fais comme, wow, c'est tordu, mais je réalise que tu peux imaginer 1 million d'affaires pour rire. Ouais. J'aime ça. Ça me parle beaucoup. Ma mère est une grande ricaneuse, puis je la fais rire, puis j'aime ce que ça me fait de la faire rire. J'aime ce que ça me fait de faire rire ma sœur, tout le monde, à l'école. Tes collègues après ça au secondaire, là, ça amplifie ton goût, là. Mais au primaire, je suis gêné. Je fais pas beaucoup rire à l'école au primaire. Je suis très, très timide. Je sais que ça parle de ça aujourd'hui avec la vie que j'ai vécue, mais j'étais très timide. Très, très, très timide. J'avais peur de déranger. Faut dire que dans ma famille, mon milieu de famille, moi, je suis petit. Les autres sont costauds. Fait que mon frère est vraiment tough avec moi parce qu'on a 5 ans de différence. Fait que lui, s'il y a 10 ans, son frère de 5 ans, là, je tombe ses nerfs. C'est clair. Fait qu'on est là. À partir de l'adolescence, là, je deviens comme ça avec mon frère. Mais avant ça, là, je tombe ses nerfs. Et vice versa. Fait que, tu sais, donc, c'est vraiment, le rire arrive vraiment au secondaire. Quand j'arrive sur la 1, là, puis que je cherche à faire rire. C'est ce que je cherche. Et là, pendant que Mario est parti à l'armée, toi, est-ce que tu continues à faire des spectacles ou t'as mis ça sur la glace pour un bout? J'ai fait un peu de spectacle. J'ai joué en improvisation à Montréal dans une ligue qui s'appelait la L5, la ligue, je sais pas trop quoi, L5, je pense. C'était comme la pré-ligue avant la Ligue nationale d'improvisation. Je suis à ce moment-là recruté pour aller jouer dans la Ligue nationale d'improvisation. Et pour une raison que j'ignore, je suis en train de jouer, ça se passait à Montréal. Je suis en train de jouer, puis je me vois refaire une affaire que j'avais déjà faite, puis je fais comme non, fini. J'abandonne. Hein? J'avais commencé à faire des affaires que j'avais faites au cégep, puis tout ça, parce que moi au cégep, avec André Laurando, avec les 2 ans que j'ai été là, on a tout gagné. Tu sais, on a gagné tous les tournois. On était très forts. J'avais des bons partenaires. J'étais fort aussi, là, je sens vouloir me mentir. J'étais fort pour gagner des points. J'étais pas fort pour construire des belles histoires puis que tu parles dedans en disant, mon Dieu, j'ai appris quelque chose. Je veux dire, mais rentrer sur la glace, faire les bons gestes, les bons mots, les bonnes paroles pour marquer le point, j'étais écœurant. Fait que, donc, quand je me suis trouvé à avoir l'impression de me répéter, j'ai lâché. J'aurais dû continuer parce que je l'aurais pas regretté sur une vie complète, mais après ça, j'ai lâché à ce moment-là. Fait que, je suis vraiment plus au gouvernement pendant 2 ans et demi, 3 ans. Mais mais c'est quoi ça au gouvernement? Tu fais quoi là? Moi, j'ai été, écoute, j'ai fait 1 million d'affaires. À l'été de mes 17 ans, presque 18, j'ai été demandé, j'avais un bon chum à moi, François, sa mère était l'adjointe du chef de cabinet du premier ministre de Robert Bourassa au Parti libéral à cette époque-là. Mais pas toujours, Robert Bourassa. Enfin. Et donc, elle avait besoin d'un jeune pour emballer des boîtes pour le chef de cabinet du premier ministre. Alors, elle m'appelle, elle me dit, tu ferais tout ça? Je sais pas pourquoi elle l'a pas donné à son gars, d'ailleurs. Je me rappelle pas, j'ai jamais demandé. Je suis resté très proche de ce madame-là. D'ailleurs, elle vient me voir cette fille la semaine 2-3 fois par année. Elle m'écrit, Daniel, je l'ai toujours appelé ma deuxième maman. Une petite bonne maman.
Et donc, elle m'offre la job de faire ça. Mais elle me dit c'est un peu secret, là, parce qu'il va déménager avec une madame qui est directrice de telle boîte de communication. Puis évidemment, il y a des contrats entre le gouvernement et cette boîte-là. Mais c'est rien d'illégal. C'est juste que, tu sais, déjà à l'époque, tu te faisais écœurer si tu avais des amis. Ouais. Fait que, elle, en tout cas, fait que moi, ma job, c'est d'emballer sa maison, son appartement à lui, puis de la déménager d'une maison à Outremont, d'emballer son appartement à elle, puis de la déménager dans la même maison à Outremont. C'est ça ma job d'été. Puis au travers de ça, je vais remplacer le messager de M. Robert Bourassa pendant 2 semaines, les 2 dernières de juillet pour ses vacances. That's it. C'est mon premier contrat. Mais j'ai fait une sacrée bonne job. J'ai fait ce que mes parents m'avaient montré. J'ai fait plus que ce qu'on me demandait tout l'été. Là, je me suis faufilé après ça, là. Faire une histoire courte, 3 ans après, j'accompagne le premier ministre. Je suis dans l'avion, dans le char, partout. Je deviens advance. Je suis le premier jeune à être aussi jeune à faire ça. Le gars avant moi, il a mis chef de cabinet pour un ministre, tu sais, ça n'a aucun lien. Sauf qu'il est arrivé une grève au cégep et moi, j'avais rien à faire puis je voulais gagner de l'argent. Fait que j'avais dit à ma boss de l'époque, parce que en cours de route, je suis passé de Mario Bertrand à Sylvie Godin, qui était la chef de communication. Elle m'a recruté parce que Mario est parti puis il m'a emmené à TVA. C'est drôle, hein, il m'a emmené à TVA travailler avec lui. Je suis revenu au gouvernement. Enfin, et donc, j'avais dit, si tu me donnes pas la job, je m'en vais. Mais je savais qu'elle aimait ça que je sois là parce que j'en ai l'âge. Mario Bertrand était un homme qui m'avait bien formé à voir les problèmes puis à prendre des décisions. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Mais j'aimais le challenge, j'aimais être dans le jus, j'aimais courir, j'aimais prendre des décisions, j'aimais tout ça. Ça m'a monté à la tête un peu au début, là. Moi, ça a été mon chemin pour me rappeler que dans la vie, tu dois te rappeler que tout le monde va aux toilettes, tu sais. Parce qu'à un moment donné, quand tu as 20 ans, puis que tu appelles au ministère, puis que tu donnes la marde à un gars qui a 3 fois ton âge, puis qui fait 8 fois ta paye, parce que toi, tu viens du premier ministre, puis lui, il travaille comme haut fonctionnaire de blablabla, puis que c'est un homme brillant, intelligent, mais que c'est toi le boss. Ça n'a aucun sens, mais c'est m'est arrivé. Tu sais, j'ai donné des ordres à des gens qui m'ont regardé en disant, hey, mais j'étais efficace. Tu sais, l'autre bord, au gouvernement, ils savaient pas comment je faisais pour me rendre à mes fins. Eux autres, tout ce qui comptait, c'est que je livrais. Il avait raison. Moi, je suis comme ça aussi aujourd'hui. Tu sais, je regarde un scripteur, comment il a écrit le meilleur sketch de l'année? Je dis, j'ai le meilleur sketch entre les mains. Tu sais, s'il a passé à 1000 bouts. Bon, alors c'était un peu ça. Fait que j'avais perdu la carte un peu parce que je me promenais entre Montréal et Québec avec le premier ministre, des grands restaurants. Puis tu sais, toutes des affaires qu'un gars de 20 ans fait pas d'habitude. Puis là, après ça, Mario revient ou... Mario m'annonce, au moment où je suis écœuré du gouvernement, où je commence à me demander je fais quoi là. Parce qu'à ce moment-là, on m'offre d'aller étudier comme avocat ou en politique, un ou l'autre. Le gouvernement me prend sous son aile, le Parti libéral en fait, et on me propose si je reste avec eux, on me propose pas me faciliter les cours, me faciliter la tâche avec l'université, avec l'agenda, de vraiment m'encadrer pour que je fasse mes études puis que je puisse rester avec eux. J'aurais eu une belle carrière sûrement, tu sais, j'avais des bonnes personnes. C'est-à-dire, je m'entendais bien avec M. Bourassa, je m'entendais bien avec John Parissola, qui était le nouveau chef de cabinet. Je m'entendais bien avec tout le monde. Donc, on m'aurait pris par la main pour m'aider à devenir quelqu'un d'important. Mais, tu sais, ça serait peut-être moi à ce moment que je verrais le coronavirus, ouais. Mais évidemment, la scène me manquait, faire rire me manquait, tout ça, le côté est plus fou. Et Mario m'appelle pour m'annoncer qu'il quitte l'armée. Ça va être effectif 6 mois plus tard. Alors moi, je commence à donner ma démission, puis on se dit, à ce moment-là, on l'essaye. Et là, c'est l'école de l'humour. Oui, mais notre plan était simple avec Mario. On était jeunes, alors on s'est dit, on va prendre 5 ans. Si dans 5 ans, on est en même place qu'aujourd'hui, on fait encore des bars à 30 piastres. Mario, c'est un gars brillant à l'école. Moi aussi, on s'est dit, on va arriver plus tard à l'université,
mais on aura trippé, on aura essayé, puis on se fera une carrière. Moi, je savais très bien que 5 ans plus tard, le gouvernement me prendra encore. Ouais, c'est clair. C'était réglé. J'avais démontré ma capacité à me revirer de base à une scène. Ouais. Puis en politique, c'était une belle qualité. Alors, donc, c'est notre plan. Sauf que, comme je t'ai expliqué, on arrive, on se met à faire quelques auditions. On est mention spéciale aux auditions de Secours Rire. On nous fait faire le festival dans la rue, mais quand même. BAL, un autre concours, on a aussi mention spéciale. On n'a jamais réussi à gagner. On a fait 2 concours, on était mention spéciale. C'est Stéphane Fallu qui a gagné les 2 fois à notre place. C'était bien drôle, ça, parce qu'on est resté chum toutes ces années-là. Et donc, on entre à l'École nationale de l'humour. On est très sévère avec eux, parce que nous autres, on va être là en tant que duo. Puis les autres, à ce moment-là, n'ont jamais eu de duo. Puis ils nous demandent, on fait quoi? Tu sais, si on en veut juste un des deux, ben c'est les deux ou c'est rien. On est déjà très difficile. Fait comme, non, on va tourner notre chemin. C'était ça notre plan. Ça, c'est un bon plan. Si tu dis non, Christy, on va trouver autre chose. C'est, avant l'entrevue, tu me parlais de ça, des chemins, puis des décisions. Vous aviez un plan, puis de temps, toi, tu penses, ben, en tout cas, de ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit tantôt, les gens focusent trop sur le chemin pour se rendre à quelque part. Ouais. Puis toi, tu dis, non, nous autres, notre but, c'est ça. Fait que si tu dis non là, c'est clair qu'il y a une porte qui va s'ouvrir ailleurs. Moi, c'est ma façon de voir la vie, puis de voir la façon d'avancer. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. C'est ce que je discute avec d'autres amis qui sont face à des grosses décisions dans la vie, peu importe, professionnelles, personnelles, etc. Moi, je crois fermement que faut prendre des décisions. J'ai appris ça du gouvernement jeune. J'ai appris ça du premier ministre. J'ai appris ça du chef de cabinet. Ces gens-là doivent prendre des décisions. La beauté de la chose d'une décision, tout le monde n'a pas d'en prendre une dans des sujets importants, mais en même temps, c'est vraiment cave. Excuse-moi, chaque parce que ça me fâche. Puis je suis québécois, c'est une façon de ponctuer nos phrases. Mais il n'y a rien de plus facile, après avoir pris une décision, si elle n'était pas bonne, l'affaire la plus facile à faire, c'est d'en reprendre une autre. C'est cave, là. Pourquoi avoir passé 4 semaines à s'ostiner? Je regarde mon gars, ça fait 1 an qu'il n'ose pas prendre une décision sur un choix scolaire. Prends-en une, man. Prends-en une, commence. Si t'aimes pas ça, qu'on prendra un autre, tu changeras. En tout cas. Mais, donc, donc, la philosophie à moi, c'est ça. Ma décision avec Mario, c'était, tu nous prends, on l'essaie, tu nous prends pas, tant pis. On va essayer autre chose. On va faire des bars, des si, on va s'inscrire au Festival de Secours Rire, on va essayer de faire un numéro dans un gala. Il y a 1000 chemins pour se rendre. Je veux dire, entre toi et moi, en ce moment, là, il y a le chemin le plus facile, il y a le chemin le plus difficile, puis il y a tous les autres chemins. C'est vrai. Mais il y a des chemins entre nous. Il y a plein de chemins. Puis quand tu as un rêve dans la vie, moi je pense ça, c'est que si tu as un objectif, beaucoup de gens se découragent parce qu'ils savent pas comment ils vont se rendre. Mais c'est cave. T'as pas besoin de savoir. Tu sais, s'il fallait savoir à 20 ans comment on va se rendre à notre retraite à 65, puis il fallait faire le plan tout de suite, on va tous se tirer une balle dans la tête. C'est clair. Ouais. T'as pas à faire ça. Moi, je pense que ce qui est le plus motivant dans la vie, c'est d'avoir un objectif, puis d'avancer en essayant de prendre des décisions pour te rapprocher de ton objectif. Si tu t'en vas, l'objectif est là, puis tu t'es trompé, puis tu as fait ça, tu referas ça. Puis tu t'es trompé, tu referas ça, et ainsi de suite. Tu pourras toujours te ramener, tu pourras toujours regarder ta boussole, puis dire, ah, je dévie un peu. C'était pas une bonne décision, parce que à chaque semaine, je m'éloigne de mon rêve. Too bad. Next. Et ainsi de suite. Ça, je pense que c'est une belle façon de garder un objectif en tête, un but, un rêve, peu importe, puis d'y avancer sans se décourager. Mais toi, t'es-tu du genre très visuel? Tu te visualisais-tu sur une scène ou dans un... Moi, si je pense à un numéro, à un gag, ce soir, je me vois instantanément sur une scène. Je vois le public, je l'entends, je visualise tout. J'ai été élevé comme ça. C'est pas meilleur que personne.
Est-ce que ça vaut la peine? Aucune idée. C'est comme ça que je fonctionne. Si, quand j'écrivais les numéros avec Mario, des ci, des ça, je vois, j'entends, je le savoure. Parce que, notre petite parenthèse, mettons un rêve, un but. Tu sais, la pensée positive, c'est correct. C'est mieux qu'un coup de pied dans le cul, c'est mieux qu'une pensée négative. Ouais. Cela dit, dans ma façon de voir ça, puis ça s'adresse à tout le monde, étudiant, professionnel, c'est meilleur de le sentir. C'est-à-dire que si tu sens ta pensée positive ici, dans ton cœur, dans ton plexus solaire, si tu la ressens, elle est 4 milliards de fois plus puissante que juste une pensée. Tu sais, tu peux bien te dire, on va se dire, mais j'aimerais ça être Miss Hawaïenne tropique, j'aimerais ça être Miss Hawaïenne tropique, j'aimerais ça être Miss Hawaïenne. J'ai pris quelque chose de plus fort là, pour pas que personne... Bon. Tu te le dis, mais ça a un petit impact dans ta journée, mais très peu. Mais si tu prends le temps d'arrêter, de penser à être Miss Hawaïenne tropique, t'imaginer le vivre, être sur scène, ça descend dans toi, puis là, la vibration monte, puis si tu es capable de venir jusqu'à avoir des petits frissons dans ta pensée, dans le sentir, que je viens d'en avoir un, je viens d'avoir un frisson sur une pensée, tu te dis, ah, là, je suis en business, là, je le vibre. Fait que là, moi, je pense que mon corps est en train de vibrer, à qui peut l'entendre ou le recevoir, que j'aimerais être Miss Hawaïenne tropique. Donc, si dans ma journée, dans ma semaine, j'ai à croiser quelqu'un qui pourrait m'aider à me rendre à être Miss Hawaïenne tropique, il va le sentir. C'est clair. Je l'aime, lui. Mais là, c'est quoi tu fais, toi? Ah, moi, je veux être Miss Hawaïenne tropique. Ça tombe bien parce que je connais un gars. Et voilà. Tu viens d'ouvrir le chemin, la porte que tu n'aurais jamais pu imaginer parce que tu savais pas que tu croiserais un gars dans un party. Ouais. Bon. Alors, pour moi, ça, c'est la toile invisible de l'énergie de la vie. Puis ça, j'y crois plus qu'à n'importe quoi d'autre parce que ma vie n'est que ça. Puis quand je suis du côté noir de la force, c'est-à-dire que quand je suis dépressif, malheureux, pas content, puis blablabla, puis je chiale, puis je m'en rends pas compte, un matin, je me lève, je fais, ah, ça fait une couple de jours que je suis pas à blanc, je suis pas là. Fait que là, je me chicane un peu, je me parle, je vais ressentir mon rêve, mon but, puis je me re-swing. Je suis pas parfait, mais ce que je pense que ça, pour moi, ça a été l'équation qui m'a aidé à bien gérer ma vie. Wow! Mais il y en a qui trouvent ça paranormal, moi pas tout. Non. Mécanique. Non, mais tu me rejoins beaucoup là-dessus. Mais c'est clair que quand on ressent rien, il se passe rien, puis t'es pas non plus ouvert. Tu sais, quand t'es né, ouais, mais là je suis pas sûr. T'es pas ouvert aux opportunités qui peuvent arriver, tu sais. Et voilà. T'es dans ta chenoute, puis tu restes dans ta ouais, mais moi, là, je sais pas trop, il me reste ça de devenir policier, mais tu sais, bien, ben là, si tu veux devenir policier, arrange-toi pour le devenir, là. Mais prends une décision. La décision, c'est-tu de commencer par aller voir sur le site c'est quand les dates d'inscription? C'est pas grand-chose, là. Mais tu as fait au moins quelque chose. Tu as pris une petite décision pour te rapprocher de ton rêve, de ton but. Puis comme tu disais, j'aime ton exemple de policier, c'est malade, parce que là, tu me policier, c'est pas vendeur, c'est pas accrocheur. Tandis que si tu prends le temps d'y penser, de t'imaginer pas que t'es une mauvaise police, t'imaginer que t'es une police que tu rêves d'être, t'imaginer avoir les récompenses qui viennent avec, les belles conditions qui viennent avec, évidemment, le challenge qui vient avec ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les policiers et policières parce que c'est un job très difficile, qu'on passe notre temps à nous donner de la marque, sauf que quand on a besoin d'eux autres, on est content qu'ils soient là. Ouais, puis on trouve qu'ils arrivent pas assez vite. Hein? Puis on trouve qu'ils arrivent pas assez vite. Ouais, pourtant, puis t'es fâché quand ils te pognent dans le cadre. Moi, ça me fascine, ça. Tu roules trop vite sur l'autoroute, t'es fâché avec le policier. Tu sais que tu roules trop vite. T'as pas une chance de te pogner, ta gueule. Non, mais je ne comprends pas, ça. Moi, je me suis déjà fait pogner à 130, ça à 20, puis quand que le policier est arrivé, mon permis de conduire était sorti, puis j'ai dit, garde, plus vite tu me la donnes, plus vite je suis reparti.
Tu sais qu'ils respectent ça beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la police. Et quelqu'un qui se colle tout de suite, pas qu'il te fait courir après. Tu sais, les flashers partent quand tu passes. Tu sais que c'est trop, tu te colles tout de suite. Là. Les chances qu'il diminue tes points de démérite puis qu'un petit 5 km de moins pour sauver 200 pièces là sont énormes. Ben oui. Parce que tant qu'ils n'ont pas fait le papier, ils ont le contrôle. Exact. Ils vont que le gros bon sens. C'est-à-dire que tu es tout seul sur l'autoroute, tu roules à 125, t'as pas le droit, mais il fait beau. C'est ça, il fait beau. La musique t'est bonne, puis il est humain là avec, puis tu sais, on est conscient qu'au Québec, on est dans les dernières places au monde à 100 sur l'autoroute. Hein, ouais. C'est rendu 125, 130, 135 sur les grandes voies, puis à peu près partout sur la planète, ouais. Parce que on a inventé depuis les années 40, 50, des freins ABS, des coussins, des ci, des ça. La seule affaire qu'on n'a pas fait au Québec, c'est que nos routes sont trop laides pour rouler 135. Ouais, nos routes étaient normales, on pourrait très bien. En Québec, mettons, là, yeah. C'est ridicule, ça, là. Ça n'a pas de sens, là. C'est, en tout cas. Hey, José, je veux qu'on parle d'eux autres. C'est les grandes gueules, en fait. On voit Mario Tessier, Richard Turcotte. Ben, moi, j'ai connu dans les premiers temps que je vous écoutais, moi, j'étais à Rimouski à l'époque, il me semble que c'était Pierre Pagé. Ben oui. Ben oui. Les grandes gueules sur le réseau ont commencé avec Pierre Pagé. Nous, on voulait un drive réseau. Évidemment, à ce moment-là, la direction disait c'est impossible, ça n'a jamais existé. Bon, on s'entorchait. Encore là, le chemin sonore n'est pas grave. L'idée est importante, on peut le vouloir. Alors, ils ont commencé en se disant, ben écoute, c'est très Montréal, essayons-le sur l'heure du midi. Ça, on peut faire midi réseau. Sauf qu'ils ne voulaient pas nous enlever du drive à Montréal. On était numéro 1 incontesté. Ça, José, 99-2000, hein? À peu près. Parce que je me parlais avec Julie Bélanger, puis là, il me semble qu'à Rimouski, je dînais avec vous autres. Oui. Ah oui, c'est exactement ça. Ben oui. Parce que là, nous autres, on faisait 2 shows par jour, figure-toi donc. Hey. Je faisais le show live à Montréal et le lendemain, je faisais le show du midi pour le réseau, tout le restant du Québec. Sauf que je rejouais pas les sketchs. Je faisais les interactions sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, à quoi ça a l'air, à top. Quand le personnage arrivait, c'était le sketch qui avait été fait la veille. Si je m'étais trompé la veille, je m'étais enfargé dedans, il était pas bon, je le rejouais. J'avais une chance de le reprendre. Pour les reprises d'été, puis je le refaisais là. Mais si elle était bon, on l'aimait, on le gardait là. Parce qu'oublie pas que nous autres, tout le long, en s'en allant, on construisait toutes les reprises d'été. Parce que nous autres, notre show, tu pouvais pas tout pogner les sketchs. Fait que quand on tombait en reprise l'été, les cotes d'écoute étaient aussi bonnes parce que les gens avaient 1 à 2 sketchs de plus que la normale. Ben oui. Parce qu'on avait toute l'année en rediffusion à passer. Puis les autres, ils passaient ça à côté. Fait que les codes d'écoute, des fois, t'as même meilleur l'été s'il y a plus de sketchs. Puis, si jamais tu l'avais pogné, c'était pas grave. En général, le méchant gang t'avais pas pogné. Même quand on l'avait pogné, c'était encore drôle. Ben ouais. Même qu'on l'avait déjà pogné. Regarde, José, comment ça marche là pour ceux qui nous écoutent puis qui ont pas écouté Grande Gueule, parce que ça fait quand même quelques années que c'est plus à la radio. Vous étiez, bon, toi et Mario, il y avait un animateur, là, le dernier c'était Richard Turcotte, et vous faisiez des personnages. J'ai regardé sur Wikipédia, c'est incroyable le nombre de personnages que vous avez fait pendant toutes ces années-là, c'est fou. Mais c'est quoi le day-to-day, là, tu sais, une journée type dans la vie des grandes gueules, parce qu'il faut que tu les écrives, tes textes, c'est quoi, comment ça marche? Commence à quelle heure le matin? J'ai toujours dit que l'affaire la plus facile des grandes gueules, c'était d'être en nombre. Le plus difficile de faire les grandes gueules, c'était la préparation. Parce qu'une journée type, là, mettons, je vais aller avec les dernières années, là où on a eu la meilleure mécanique. Tu sais, c'était une usine à blagues. Ça part la veille, c'est-à-dire que du moment où notre show est fait, puis je sais que je m'en vais en ondes avec Robert, dans mon cas, puis Jocelyne, disons ces deux-là, je suis déjà, moi, parce que Mario travaillait au day-to-day, moi je travaillais avec une journée d'avance. À la fin des 5 dernières années, on n'avait même pas la même mécanique, Mario et moi. Moi, je détestais savoir à 3h15 qu'il me manquait 2 gags quand je commence à 3h30 ou 4.
Alors, j'avais une journée d'avance. Comme ça, quand je travaillais la journée même, j'étais relax. J'avais zéro pression autre que m'amuser. Okay. Je préférais ça. Mario a besoin de se sentir dans le jus. Moi, j'ai besoin de voir plus loin. Alors, tu vois, déjà là, notre façon de faire était adaptée à nos qualités. Et ça s'est toujours bien passé, ça? Oui. Oui, sauf que on s'est souvent ostiné un peu avec Mario des fois, même avec les scripteurs, parce que si lui était dans le jus, fait que là, il arrivait, là, moi, tu sais, on avait des meetings séparés à cause de ça. Fait que là, Mario arrivait, il revenait, puis il disait, ben là, si j'ai demandé des gars aujourd'hui, il faut faire ça. Fait qu'il me volait 15-20 minutes de meeting à 3-2 jours. Fait qu'à un moment donné, avec les scripteurs, des fois, on se fâchait, puis on le prenait dans les coins. On disait, là, Mario, faut t'arrêter, là. C'est ta décision de travailler dans le day-to-day, faut que tu t'organises. Parce que, moi, à la fin de la semaine, je t'ai donné 2 heures de mon meeting, de mes meetings. Il me manque 2 heures. Il faut que je les récupère. Ouais. Fait que soit tu te mets à travailler comme José, parce que les scripteurs aimaient beaucoup plus ça. Parce que tu vois, moi, quand j'arrivais à ma journée de lecture, parce qu'il y a la lecture. Donc, lecture, je m'installe. Là, je lisais les sketchs écrits par les scripteurs. La veille, on donnait une commande. J'ai fait Robert, Jocelyne, j'ai donné en commande Julien Poulin puis Enrique Iglesias. On avait trouvé l'idée, parce qu'il y avait toute l'idéation à faire la fin de semaine. On avait plein d'idées, plus l'actualité du jour. Puis là, les gars partaient. Il y avait toujours 2 scripteurs sur un sketch. Moi, le lendemain, je lisais intégralement ce que les scripteurs avaient écrit. Au complet. Sans jamais l'avoir lu d'avant. Je lisais avec les gars. Pour donner une chance à toutes les idées puis toutes les gags. Parce que des fois, dans un gag, le gag est pas drôle, mais l'idée du gag est bonne. Puis quelqu'un d'autre à l'entour de la table va pouvoir mettre son grain de sel puis en faire un hit. Oh, attends. Je t'arrête tout de suite. Là, ça veut dire qu'on enlève nos égos. Parce que c'est ma blague. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Ah ben oui, les grandes gueules, c'est quand je t'engageais comme scripteur, je te disais, là, voilà, j'ai pas le temps de dire c'est bon, non, c'est pas ça. C'est quand est-ce que t'es content? En ondes, ça arrive. C'est ton gag, flatte-toi. That's it. On était très entre nous, on s'amusait beaucoup, puis on riait. C'est fou comme on riait en meeting. Parce qu'il y a bien des affaires que vous avez jamais entendues, que nous autres, on se pisse dessus, qu'on peut pas dire. Donc, nos meetings étaient très agréables. Mais faut enlever tes égos. Puis moi, ce que j'aimais, c'est que le scripteur pouvait défendre son gag. Si maintenant le gag était pas bon, moi, je le dis à mon allant, je dis non, d'abord, je le lis, moi, je prenais le personnage. Mais je le lis avec le personnage, je le lis, non, j'aime pas ça. Puis souvent, ce scripteur disait ça, c'est pas bon ça, mais la prochaine, tu sais, on jase, là, tu sais, c'est pas hermétique. Puis des fois, quand j'aimais pas ça, puis il me disait, non, je suis pas d'accord avec toi, parce que telle affaire, ça, puis là, ben, on jasait. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je me prenais des notes. Quand je soulignais, c'est-à-dire que il y avait des bonnes chances que je le jette le lendemain, mais je le gardais parce que peut-être. Ouais. Si c'était en italique, ça, c'est parce que c'était à retravailler, puis sinon, c'était bon, sinon, je l'avais jeté. Fait que moi, je lisais tout mon matériel, ce qui fait que le lendemain matin, chez moi, pour mon show du soir, j'ai juste à le monter, puis à rajouter des gags. Parce que là, moi, je prenais 2 histoires de 2 scripteurs, je les mélangeais, puis là, je me gâtais. J'écrivais les gags qui me venaient dans l'histoire, là, je me visualise. Je m'imagine en train de le jouer. J'entends le monde rire dans le char. Là, je suis dans ma passion à moi, dans ma vibration. Puis là, je crée. Je prends tout ce qu'on m'a offert pour construire la maison, puis là, je l'assemble. Je fais le casse-tête. Ma mécanique, à moi. Donc, quand j'arrive à mon meeting, à 1h ou à 11h, selon qui fait quoi, quand j'arrive à mon meeting, moi, mon show, il est prêt. Je suis déjà content. Si j'ai eu une urgence, le matin, je l'ai réglé. Fait que je ne fais que relayer. Mario, lui, dans le day-to-day, le matin, lit déjà les sketchs chez lui des gars. Décide tout seul de monter les 2 sketchs ensemble. Il a pris sa décision seul, avec ses goûts à lui. Correct. Il arrive pour lire le sketch en meeting. Souvent, les gars ont découragé. Parce qu'ils disent, ouais, mais là, Mario, t'en vite à l'affaire. Ouais, pas ça. Ouais, mais là, c'est parce que là, ça marche plus, là. Fait que là, l'obstination pogne, puis là, ça brainstorm, puis là, des fois, les gars, en gang, tu sais, on a des goûts personnels, mais si sur 6 personnes, 4 rient à une affaire que toi, t'aimes pas,
m'a le reconsidéré Ouais. avant de le jeter. Ou ben non, là pas faisait que je riais d'après. Et ainsi de suite. C'est compliqué le mot, là, mais c'est ça. Fait que c'est pour deux mécaniques très différentes. Le résultat est pareil, mais le travail pour se rendre est très différent. OK, je voulais t'arrêter parce que Internet nous a coupé pas mal, là, la 2-3 dernières phrases. Je sais pas si je les ai entendues comme faut, là. Mais en fait, tu disais que Mario, lui, il arrivait le matin, puis il lisait ses choses. Quand il y en avait 4 sur 6 qui riaient, il fallait peut-être que tu dises, peut-être que c'était bon finalement. Lui, c'est qu'il n'avait pas la chance de le savoir si les mauvais gags auraient pu être sauvés parce qu'il avait déjà coupé. OK. Mais il avait déjà fait sa job à lui. Mais tu sais, au final, là, quand on arrive en nombre, c'était parfait. Le résultat était là. Sauf que Mario avait travaillé avec une veine dans le front de deadline, mais Mario carbure à ça. Mario a besoin d'être dans le jus. Il a fait l'armée. C'est un cheval de course, Mario. Tu peux pas trouver le meilleur partner, si tu veux, avoir quelqu'un pour être dans le jeu. C'est Mario. Ouais. Il aime ça, là. Il en joue. Mais moi, jeune, je pouvais le suivre en vieillissant, à un moment donné, j'étais plus capable. J'avais besoin d'avoir du fun, juste du fun. Alors, c'est pour ça qu'on s'est parlé et qu'on a changé nos mécaniques de gauche-droite. Et ça nous a permis de se rendre jusqu'au bout dans le bonheur. Ben, il fallait quand même être ouvert aussi à pas travailler de la même façon. Puis, vous saviez que vous aviez une formule gagnante les deux. Donc, c'était niaiseux de perdre le beau résultat que vous aviez parce que vous travailliez pas de la même manière. Oui, mais avec le recul, puis sûrement, je dirais le contraire, mais les 5-6 scripteurs qui tournaient autour de nous te diraient la même chose que je vais te dire là. Mario aurait eu intérêt à suivre la mécanique que j'avais développée, puis au jour day-to-day, venez corriger ses affaires pour donner un break à l'équipe. Parce que dans ce que Mario faisait, il donnait pas d'oxygène aux scripteurs. Puis les scripteurs avaient pas la même capacité d'endurance. Mario est un phénomène de foire, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a énormément de gaz. Tu sais, quand je te disais prendre une décision qui changera plus tard, Mario est dans cette action-là aussi. La seule différence, c'est que Mario est bien capable de partir puis courir vers Gatineau puis faire la moitié du chemin puis se rendre compte qu'il fallait qu'aller à Québec parce qu'il était trop pressé, il voulait pas attendre. Puis là, il va te voir tout rebrousser le chemin, mais il a pris une décision. Puis il y a beaucoup d'énergie, ça ne dérange pas. C'est ça. Moi, courir jusqu'à Gatineau, quand je vais à Québec, je pourrais pas me rendre à Québec, je me rendrais pas, j'ai pas assez de gaz, j'ai pas assez d'énergie. Alors, pourtant, j'en ai beaucoup, mais comme je t'ai dit, Mario, c'est un animal de course. C'est un animal de course. Alors, j'ai dû apprendre dans ma trentaine à dire, ben non, attendre 10 minutes de plus au point d'autobus, là, quand la pancarte va sonner, c'est où qu'on s'en va, on va partir. On se rejoindra à la même place. Mais puis vous êtes toujours rejoints. Oui, on a toujours réussi, mais Mario m'aurait tué si j'avais voulu continuer à essayer d'être comme lui. Il y a une dame que je voyais à l'époque, je te le fais vite, là, c'est malade ce qu'elle m'avait dit. Parce que j'ai trouvé ça difficile, parce que Mario était fâché après moi que je n'avais pas fonctionné comme lui. Puis la dame m'avait dit un truc genre coach de vie, blablabla, mais une dame extraordinaire. Elle m'avait dit, en image d'animaux, Mario est un cheval de course, t'es un oiseau, t'es un aigle. Toi, tu aimes regarder loin d'avance pour savoir où tu t'en vas. Mario aime courir. Si je te pogne toi, je te descends en terre, je te dis cours à côté du cheval, tu vas faire un bout. Mais à un moment donné, tu vas bouffer. Alors, si tu restes dans les airs à voler, tu vas le suivre super égal. Puis en plus, tu pourras lui dire, Mario, fais attention, il y a ça qui s'en vient. Alors, du moment où j'ai accepté ça, puis je me suis mis à vivre ma vie comme ça allait apaiser beaucoup de choses. Ça m'amène à te poser des questions concernant les difficultés que tu as rencontrées. Bon, là, tu me dis qu'au niveau scolaire, tu n'en avais pas tant. Tu avais une mémoire photographique assez incroyable. Tu avais... niveau scolaire, là, on s'entend, là, tu as eu un beau parcours. Est-ce que dans ta vie professionnelle, je sais, non, la question est niaiseuse, là,
dans ta vie professionnelle, où est-ce que tu as rencontré des difficultés? Comment tu as fait pour t'en sortir? Ben, plein. On a eu plein de difficultés, tu sais, dans un parcours professionnel, t'en as constamment. La différence, c'est comment tu les gères. Tu sais, ce qui fait des longues carrières, c'est comment tu vas gérer tes difficultés. Tu sais, nous autres, au début, la radio, c'était très difficile parce que à l'époque, et je suis très ami encore aujourd'hui avec ce patron-là, mais il voulait pas nous faire connaître. Non, ce premier patron-là, ce patron-là de la radio, qui est encore un ami très proche à moi, Christy, j'y ai parlé tantôt, voulait pas nous aider à nous faire connaître visuellement. OK, c'est ça. Et là, lui, pour lui, ça y amenait juste une facture supplémentaire. Ah, ben c'est clair. Puis lui, ça y rapportait pas grand-chose. Mais vous autres, vous aviez dans la tête quand même d'aller faire un show. Ben, on voulait faire une carrière. Fait que j'aimais ça la radio, mais il voulait me faire connaître. Tu sais, je veux dire, moi, les premières années, là, je veux dire, si tu disais pas qui j'étais, personne ne savait qui j'étais. Fait que quand tu veux faire une carrière de show business, à un moment donné, il faut que ton visage se fasse connaître. Et lui, il voulait rien savoir parce qu'il voyait juste une facture au bout. On était déjà numéro 1, fait qu'il disait pourquoi. Alors, c'est là qu'on s'est mis à écrire de soir, de fin de semaine, notre spectacle, le premier show, les grandes gueules de show. C'est là qu'on s'est mis à s'amuser avec ça pour développer le spectacle. Ça a été une job de fou parce que on était à temps plein à la radio, puis dans ces années-là, on n'avait pas les vacances de la fin, mais on avait 2 semaines de vacances par année, puis c'était dur en temps. On travaillait très, très fort. Mais quand on a commencé à pouvoir avoir des shows au Bourbon, puis là, on s'est fait connaître. Donc, quand ça a commencé à décoller, là, la radio a allumé. Alors, ça a été un premier élément difficile dans notre carrière. René Angélil, l'action de René Angélil, on a pensé que ce serait un truc très difficile. Finalement, ça a été très bénéfique. Pendant 48 heures, on pense que notre carrière est finie, mais ça a eu l'effet inverse. Parce que ça nous a fait connaître à tous ceux qui savaient pas qu'on existait à la radio, qui sont venus par curiosité nous écouter, et ils ont aimé ça, donc ils sont restés, fait qu'on leur pas une coche de plus. On a eu des cotes records. Après ça, tu as les difficultés de la vie, c'est-à-dire que avec Mario, quand moi j'ai eu Satine, ma deuxième enfant, ma fille, moi je suis tombé sur le bord d'un épuisement professionnel parce que veux pas, 2 jeunes enfants aux couches à la maison. Mario en avait une, lui. Il y avait 2 filles parce qu'elle avait adopté la plus grande, mais elle avait 10 ans. Fait qu'il y avait une jeune fille. Moi, j'en avais 2. Fait que quand j'arrivais chez nous, moi, ma blonde était épuisée. Elle voulait que je prenne le relais. Fait qu'à un moment donné, j'ai voulu avoir de l'aide à la maison. Appelons ça une nounou, là. Elle voulait pas parce que ma blonde de l'époque disait, je vais avoir l'aide de quoi dans nos familles. Déjà, je travaille pas. Je vais avoir l'aide de la fille qui a une nounou. Puis moi, je m'en foutais de ce que ma famille pensait. Ce que je voulais, c'était survivre. Parce que tu sais, mon point était le suivant. J'arrive le soir, tu pleures, t'es à bout. Moi, là, je me ramasse avec les 2 enfants, je donne les bains, parce que tu veux que je donne le bain aux enfants. Mais, toi, tu cries, tu pleures, moi, je suis à bout, on n'a pas de qualité de vie. Non. Si on avait une nounou, j'arrive après la radio, les enfants ont pris le bain, ils ont soupé, il nous reste 1 demi-heure, 45 minutes pour être en famille, puis se parler, se chatouiller, se donner des bisous, lire des histoires. Je veux dire, les enfants s'en qui le torche le cul, excuse-moi d'être direct, là, mais c'est une même jeu de temps. Tu as vu, ça me fait encore ça aujourd'hui. C'était une grosse chicane avec ma femme à l'époque. Quand je disais, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est que les moments qu'on a avec eux soient bons au lieu que toi tu pleures et que moi je sois à bout. Ouais. Ça a été long avant de faire comprendre ça, mais je me suis rendu très près d'un épuisement professionnel. Parce que j'ai même perdu la voix, j'ai été arrêté pendant 3 semaines, 2 semaines sans parler, aucun son, parce que le docteur que j'avais vu à ce moment-là m'avait dit, si tu continues d'éliminer tes cordes vocales, tu pourrais être affecté jusqu'à la fin de tes jours. Fait que pour quelqu'un qui faisait de la radio, d'être capable de faire des Jocelyne, décider ça, alors, la direction à ce moment-là, tout de suite m'a mis en congé, parce que j'étais à 2 semaines de vacances. Parce que là, on avait déjà commencé à avoir plus de congés en s'en allant, parce qu'on était en tournée en même temps. Alors, Mario, à ce moment-là, pour des raisons personnelles à lui, il voulait que je t'offre 2 semaines pareil, en disant c'est pas grave, tu sais, puis quand c'est pas grave, tout le monde dit j'arrête.
Fait que ça a été dur, ça a été un moment difficile avec Mario, ça. Je te dis pas que ça s'est pas bien réglé, tout ça, mais ça a été difficile parce que je venais à ce moment-là ralentir les ambitions de mon body. Parce que j'étais pas capable de fournir. J'ai même annulé un show de TV cet été-là. J'étais fort de l'expérience que je venais de vivre, un peu inquiet aussi de casser. Tu sais, quand tu frôles le burn-out et tu le sais, tu frôles la dépression parce que tu as un épuisement professionnel, tout ce que tu veux, c'est alléger ton agenda pour survivre. Alors, mais José, tu veux alléger ton agenda, mais tu veux pas l'alléger. Tu sais, ton corps te dit, il faut vraiment que tu te calmes le pompon, sinon tu survivras pas. Mais en même temps, comme tu es ambitieux, puis que tu veux, puis que tu as un public qui t'écoute, puis qui veut que tu sois là, la décision est difficile à prendre d'alléger un agenda. Oui, ça a été difficile, mais j'avais déjà la radio. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà une vitrine avec 1,5 million de personnes par semaine qui me suivent et par jour. Qui a ça? Qui a ce privilège-là? Comme humoriste, au Québec. Je veux dire, même Martin Matt ou Louis-José n'avaient pas ça. On était les humoristes avec la plus grande vitrine. Puis une vitrine appréciée. Le seul défaut, c'est que si t'es pas dans le trafic, entre 4 et 6, tu sais pas que j'existe. C'est clair. Tu sais même pas. Tu sais, dis-moi, des gens, des fois, j'ai fait le saut, là, dans ma carrière, tu fais comme, t'as jamais entendu, vraiment, 20 ans de radio, là, tu sais pas qui je suis, là, zéro, là. T'as même pas entendu le nom. Ouais, faut le faire. J'en ai vu les gens de même, puis c'est pas grave. C'est juste que c'est spectaculaire de voir comment, quand t'es confiné dans une vitrine. Sauf qu'avec cette vitrine-là, moi, je pouvais très bien me permettre mentalement et émotionnellement de dire, je ne vais pas me sacrer à la TV en plus les fins de semaine. Fallait que je tourne de la TV les fins de semaine, j'étais pas capable. J'étais trop fatigué. Fait que ça a été dur avec Mario à ce moment-là. On a fini par régler le tout, mais ça a été un coup dur. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a séparé nos chemins. C'est-à-dire que Mario avait des ambitions que je n'avais pas à cette époque-là. Puis il avait le droit. Tu sais, c'est ça la conversation. Hey, buddy, sens-toi pas mal de vouloir faire plus. Sauf que, de mon côté, je n'ai pas à me sentir mal d'être satisfait de maintenant. C'est dur, ça prend 2 grands chums pour se dire ça. Ouais. Tu sais, on est des... La phrase qui m'est venue, je l'aime pas, mais j'ai le goût de te la dire pareil. Parce que ça va donner le vrai impact à ce que je te dis. On est des millionnaires de l'humour. Pas juste en argent, ou c'est pas, je parle pas financièrement, mais on est à l'aise financièrement, on a des contrats garantis qui nous permettent d'être à l'aise financièrement pendant encore 4-5 ans. C'est signer le péton de notarié. C'est me mettre dehors pour qu'il me paye. Fait que, d'où le millionnaire de l'humour. Je comprends. On est millionnaire en termes d'auditoire. Fait que, tu sais, je me dis, on a déjà plus que 90% des humoristes auraient rêvé d'avoir. Après quoi tu cours? T'as d'autres buts? Fine. Go! Sauf que, sois pas frustré que moi, je veux récupérer mon énergie, reprendre le contrôle de ma propre vie, puis profiter de ce que j'ai. Fait que, mais c'est une conversation. Ça s'est fait sur plusieurs mois. Ça n'a pas été facile, ça a été bénéfique. Mais ça, c'est difficile quand même de dire non. Ah oui, c'est un show business. Dire non, c'est... En fait, c'est pas vrai. C'est difficile parce qu'on est très insécure, les artistes. Mais cela dit, moi, je pense que dire non est souvent plus payant que dire oui. Exemple. Quand tu dis non à un contrat qui nuit à ta notoriété ou à ton glamour, tu viens de gagner des sous futurs, plus loin. Et ainsi de suite. Je comprends. Si tu savais le nombre de noms qui sont dans les grandes carrières du Québec, non, je ne chanterai pas ça à telle place, non, je ne ferai pas tel album avec un tel, non, je ne ferai pas ci, non, je ne ferai pas tel show. Moi, personnellement, là, des shows auxquels j'ai dit non, que j'ai vu se planter à la télé, peut-être que moi, j'ai réussi à faire un hit avec, peut-être pas non plus, et vice-versa. Il y en a plein. Parce qu'il y a un moment donné où t'es la saveur du mois, puis tout le monde t'offre tout. Ouais. Fait que j'ai dit non en temps, puis je suis super content.
parce que j'ai dit oui à Ça finit bien la semaine, en y croyant. Ça fait 7 ans, le show a 400 000, il y a 1 million, 1 million 2. Ça va bien, je m'entends bien avec Julie, on fait une bonne job TV, tout le monde est content. Je gagne ma vie, j'ai du plaisir à le faire, donc j'ai pris des bonnes décisions. Mais c'est toujours un peu de face. Toujours. José, des gens qui t'ont inspiré dans la vie? Beaucoup de gens. Évidemment, en termes de carrière, puis d'humour, puis de style d'humoriste, évidemment, Jerry Lewis. Jerry Lewis, c'est mon inspiration première. Encore aujourd'hui, c'est dans mes mimiques, c'est dans ma façon de faire. J'ai carburé à ça. Je n'ai jamais voulu l'imiter. J'ai jamais rien fait pour l'imiter. J'ai jamais pris un petit numéro puis le refaire. J'ai pas fait ça. Sauf que c'est en moi cette façon un peu slapstick-là de puncher, faire des grimaces, etc. Bon. Donc, beaucoup inspiré par lui. À l'époque du gouvernement, je ne peux pas nier que le chef de cabinet en place qui m'a pris sous son aile, qui m'a montré comment faire la job a été une grande inspiration parce qu'il m'a montré prendre des décisions. Puis ça, c'est dans tous les livres de gestionnaire, de whatever, tu peux lire, parce qu'en cours de route, j'en ai lu après pour comprendre ce que je faisais. Mais un chef d'entreprise doit prendre des décisions. Tout le temps. Un directeur d'école, n'importe quelle position où tu dois gérer des gens ou du matériel ou whatever, tu dois prendre des décisions. Je suis d'accord. Et c'est ce qui fait la différence entre des grands gestionnaires et d'autres. Prendre la capacité à prendre des décisions et idéalement des bonnes. Sauf que le gestionnaire sait très bien qu'une mauvaise décision est mieux que pas de décision. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça, c'est malade, ça. J'espère que mes enfants vont finir par le comprendre. C'est mieux de prendre une mauvaise décision puis de te rétracter, de changer d'idée que de rien faire. Je suis d'accord. Alors, inspiration, beaucoup ça. José, tu sais, dans tous les emplois, les jobs qu'on a, il y a des affaires qu'on aime faire, évidemment, parce qu'on le fait, là, sinon on le ferait pas, là. Puis il y a des choses qu'on est obligé de faire, puis il me semble que si on pouvait payer quelqu'un pour le faire, ça ferait bien l'affaire. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup de ce que tu fais présentement? Donc, ça peut être, par exemple, ça finit bien la semaine avec Julie. Puis qu'est-ce que tu aimes le moins de ça? Ce que j'aime le plus, je pense, c'est moi ça va toujours rester à la base faire rire, divertir. Moi si que ce soit le public qui est dans la salle ou à la télévision ou l'artiste qui est là, tu sais des fois j'ai des monuments là, tu sais t'as un guinadon là puis tu lances une affaire puis il éclate de rire là, fun. Tu sais je veux dire moi un guinadon là, je veux dire, c'est un monument du showbiz québécois, un acteur exceptionnel, lui et plein d'autres, mais je veux dire, puis j'ai dit de quoi, puis il me regarde, il jump, puis il part à rire. C'est wow, c'est malade. Je capote. Après ça, c'est très plaisant aussi de faire ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire d'avoir une conversation avec quelqu'un. Tu sais, si ça fait bien la semaine, vous avez le résultat à la télé de entre 12 et 17 minutes. Selon la semaine ou selon ce qui arrive. Mais nous autres, ça dure 25-30. Alors, on a le temps de discuter puis d'apprendre. J'aime beaucoup ça. Ce que j'aime moins, j'allais dire peut-être la portion meeting. Ce que j'aime moins, c'est lire les dossiers la fin de semaine. Ça scrape les fins de semaine. Lire les dossiers? Ouais. Moi, le dimanche, là, je tourne le lundi soir. Ah. Fait que le dimanche, j'ai pas le choix. À cette heure, pour que ce soit moins plate le dimanche, j'ai commencé à faire samedi-dimanche. C'est-à-dire que le samedi, je me donne un coup de pied dans le cul, je vais faire du tapis ou du elliptique, puis je commence à lire les dossiers. Fait que là, j'ai une demi-heure, 45 minutes de fête. Le lendemain, je viens peaufiner ça, mais je m'entraîne maintenant. Donc, je m'entraîne samedi, dimanche en faisant ça. Mais c'est quand même une job ardue de concentration, d'affaires que tu dois retenir. Il y a du par cœur aussi, parce qu'il y a des trucs que tu dois retenir que si dans ma question, je dois savoir que tu as tourné avec tel réalisateur, tu as fait telle affaire, 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 ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais telle affaire, ça, c'est pas de la conversation, là, c'est du par cœur. Sinon, je vais toujours prendre mon carton, puis parce que je t'aime, parce que je veux te montrer
que j'ai du respect pour toi, je veux le savoir par cœur. Les affaires que tu n'as pas le choix, il y a trop de chiffres que tu le fais, mais idéalement, tu essaies de le savoir. Donc, ça, c'est la job que j'aime le moins. Et ce que j'aime le moins de tout le show business, je prends une petite curve, mais c'est vraiment ça. Puis, je veux pas être méchant, c'est de gérer les épais. Gérer les quoi? Les épais. Parce qu'avant, pourquoi tu me regardais de même en disant ça, là? Je regardais le Kodak. Ouais, mais c'est ce que je regardais. Mais c'est d'une grande tristesse que ce soit un commerce, le service à la clientèle aujourd'hui doit gérer des épais. Ben, moi, quand je fais du show business, mes réseaux sociaux, c'est du service à la clientèle. Des gens qui me suivent, qui m'aiment, qui sont curieux, puis ça me fait plaisir. On jase, il y en a des petits jeunes, il y a un petit jeune qui écrit souvent sur Instagram, puis il écrit souvent, puis des fois je fais comme donne-moi un break, gars. Mais il capote, il veut faire des sketchs, il me demande la permission pour refaire un bail, puis il dit, est-ce que je suis obligé de filmer? Ben non! T'es pas obligé de filmer, mais je fais quoi pour la bédane? Main d'oreiller, puis tu sais, bon. Là, lui, c'est un petit jeune qui veut faire de l'humour, fait que je l'aide. Bon, puis il y a des gens, des questions, puis il y a plein de monde de fun. 98% des gens sont agréables, intelligents, sains d'esprit. Wow! Mais la vérité, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, le 2% d'épais mais d'un inconfort spectaculaire. Parce que dans la vie, si je te mets 1000 personnes qui viennent te dire un mot, puis que les gens disent, hey, j'aime ça ce que tu fais, c'est le fun. Ah, je t'ai aimé dans telle affaire. Ah, j'aime ça. Ah, t'es une grande personne. Ou whatever. Il y en a un qui dit, toi, moi, là, t'as le goût de t'expliquer. T'as le goût de dire, j'ai déjà dit à quelqu'un, à une madame, je suis fâché après moi parce que je vous ai donné beaucoup trop d'importance par rapport à tous ceux qui me suivent. Il y a 100 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, puis c'est à vous que je parle. Vous qui me reprochez d'être qui je suis. Si vous m'aimez pas, madame, écoutez-moi pas. Arrêtez de me l'écrire. Mais c'est exactement la même discussion que j'ai eue avec Julie Bélanger. Ah oui? Ben parce que, écoute, j'ai demandé, je dis, avec les réseaux sociaux, j'ai dit, t'as des beaux messages. Ah oui, j'ai vu ça, t'as raison, je l'ai vu. Et je lui dis en même temps, j'ai dit, il y en a qui t'écrivent, puis tu sais, là, moi j'enseigne au primaire, là, José, là, puis tu sais, je reçois là, des mots des anciens élèves, OK? Des beaux mots, là, Pierre, t'as changé ma vie, blabla. Là, tu sais, le mot en lui-même, c'est sûr que c'est cool de recevoir ça, c'est sûr que c'est le fun, mais moi, je vais plus loin, je me dis, OK, l'élève m'a vu ou il s'est rappelé de moi à un moment donné. Là, il a dit, faut que je trouve Pierre, je vais y écrire un mot. Là, il écoute la démarche pour qu'il m'écrive, tu comprends? Là, c'est 99% du message, là. Le 1%, c'est le message qu'il m'a envoyé puis qui me fait bien. Mais allons-y à l'inverse, comme je vais employer ton terme épais. C'est le même processus, là, pour eux autres. Oui. Ils font, je l'ai vu, je l'aime pas. Là, ils font une recherche puis essaient de trouver pour être capable de... Oui, là, ils vont vouloir te pincer en défaut sur quelque chose. Ils vont vouloir, ou ben non, sur des... Écoute, tu rentres dans une salle, il y a 1000 personnes, pas des gens qui ont payé pour te voir, OK? Tu rentres dans une place où il y a 1000 personnes, il y a déjà 10% des gens là qui t'aiment pas. C'est clair. C'est normal. C'est des atomes crochus, c'est ton look, ton odeur, ta face, ta barbe. Peu importe. C'est statistique. Le bonheur dans une salle de spectacle, c'est que les gens ont payé pour venir te voir, fait que donc ils t'aiment. Mais il y en a qui viennent à cause de l'autre, il y a quand même des gens qui t'aiment pas. C'est pas grave, c'est correct. Moi là, je veux pas que tout le monde m'aime. Tu rêves à ça quand t'as 10 ans. Tu rêves pas à ça quand t'as 49, là. Moi, je veux m'assurer que je puisse rejoindre et faire du bien à des gens à qui je plais. Les autres, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, moi, une madame qui m'a déjà dit, j'étais trop de bonne humeur. Faut que tu sois malheureux en... Fait que moi, là, mon problème dans la vie, c'est que j'ai trop de fun. OK? Puis là, tu fais la nomenclature, des fois, j'ai du fun, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, madame, vous voulez que je fasse quoi? La raison pour laquelle vous m'aimez pas,
c'est la raison pour laquelle ceux qui m'aiment, m'aiment. Fait que là, pour vous plaire à vous, je sais pas c'est qui, là. J'ai dit ça, j'ai rajouté ça pour rire. Mais pour vous plaire à vous, madame, je devrais changer ce qui risque de déplaire à ceux qui m'aiment depuis longtemps et qui me suivent. Pensez-y, c'est pas logique. Pourquoi je fais ça? Puis en plus, la raison pour laquelle vous m'aimez, les raisons pour lesquelles vous m'aimez pas, c'est les raisons qui m'aident à payer mon loyer. Vous voulez que je fasse quoi? J'ai déjà dit, madame, vous voulez que j'abandonne? Puis que je fasse faillite? C'est ça votre rêve ultime? Trouvez-vous d'autres choses à faire? Mais ça, là, par chance, on n'en a pas tant que ça. Mais mettons que tu fais une publication qui a du succès. Très partagée 4000 fois. Là, tu te retrouves sur des pages de gens qui ne te suivent pas. Oh. Tu gères les épais, pourquoi j'ai reçu ça, nanana. Demande à tes amis. C'est pas moi qui te l'ai envoyé perso. C'est du web. Pause, le man. Il y a 1 milliard d'affaires à la seconde sur ton téléphone. Jamme pas là-dessus, là. Mais c'est d'ailleurs, je sais même pas à qui je disais ça, là, mais je pense qu'au niveau de l'éducation, on a manqué un bout, tu sais. Parce que, juste, pis t'apportes tellement un bon point dans le genre, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, passe. Non, mais. Moi, là. Je comprends pas. Mettons, je vais chez McDo, là. Puis que j'aime mieux le McPoulet de Burger King. J'écris pas Ronald. Je vais manger mon burger de poulet chez Burger King la prochaine fois. Je sens pas le besoin de dire à Ronald que son McPoulet est de la merde parce que Burger King est meilleur. Ce qui fait que je suis un parce que mon McPoulet est pas accepté. Ça devient, tu te fais insulter. Tu dis, mais tu t'as perdu la boule. Il y a une madame qui m'écrit au début de la pandémie. Dans la 2e semaine, elle m'a fâché, là. Même, je me serais battu. Elle m'a enragé, là. C'est quoi, j'ai arrêté de faire des réseaux. Elle m'a eu. J'ai arrêté de faire des affaires sur les réseaux sociaux. Moi, j'en mettais parce que les gens m'écrivaient, puis let's go, puis ah ouais, puis ma fille a fait des TikTok. Tu sais, la nouvelle application. Elle est pas toute seule, on est millions! Fait qu'évidemment, elle a 15 ans. Là, elle vient d'avoir 16, mais elle avait 15 ans. Fait que, elle me demande d'en faire un avec elle, fait qu'on choisit une chorégraphie nounoune de 10 secondes. J'ai vu. Tu l'as vu. Puis tu sais, je la fais, puis je fais des faces un peu pour jouer la game. Je la partage sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça lui fait plaisir à elle, puis ça va donner de quoi à jaser aux gens qui me suivent. Puis tu sais, c'est exactement l'effet que ça a fait. Cette madame-là me donne de la merde parce qu'elle dit, comment faites-vous pour publier quelque chose du genre en sachant qu'il y a des gens qui meurent dans les CHSLD? Et là, moi, je me dis, mais madame, comment vous pouvez faire le lien entre les deux? Comment tu peux aller faire un lien entre ces deux événements-là? C'est-à-dire que vous savez, madame, qu'il y a des gens qui meurent de faim à quelque part dans la planète. Avez-vous soupé hier soir? Oui. Pourquoi vous avez soupé d'abord? Si vous êtes si solidaire. Point donné, je me dis, madame, j'ai écrit, elle me réécrit, là, j'ai perdu la carte. Voyons, madame, j'ai une fille de 15 ans. Sans offense à vous, là, les CHSLD, c'est loin pour elle, là. Elle a aucune idée de qu'est-ce qui se passe là. Ça l'intéresse pas du tout. Elle a aucune idée de ce qui se passe tout court avec la pandémie. Et elle est prise en confinement. C'est nouveau pour elle aussi. Puis elle se divertit. Puis moi, c'est ma fille. Je passe du temps avec elle. Et pour s'amuser, on a fait un TikTok que j'ai partagé. Si t'aimes pas, passe. 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 Ouais. Viens pas m'écouter. Alors, et là, elle m'a accusé. En plus, moi, la veille, j'avais fait un truc pour une levée de fonds pour rêve d'enfant. Parce que Richard Turcotte m'avait tagué, puis je voulais pas le faire. Puis je l'ai fait parce que vraiment, il m'a achalé, là. Elle me donne la main parce que en plus, vous essayez d'attirer la sympathie. Hey, je fais une vidéo pour une bonne cause. Ça me tentait même pas de le faire, mais j'ai eu pitié pour tout ce monde-là qui travaille fort dans la fondation.
Et là, je me faisais attaquer de faire des bonnes causes pour attirer la sympathie. Et là, ça allait trop loin. J'ai arrêté d'en. C'est lourd. Mais ça te donne une idée comment ça, pour moi, la madame, comme. Je veux dire, tu ne peux pas attacher ces deux éléments-là ensemble. Je veux dire, c'est triste. Ce qui se passe dans nos CHSLD, c'est atroce. Le monde est attaqué par un virus qui nous a pris court. Ouais. Mais ça n'empêche pas que ma fille de 15 ans, elle a fait TikTok. Ça n'a aucun lien avec lui. Point la Point final. Ouais. Hey, José, on dépasse notre temps. Tu parles, mais je suis en train de te gruger du temps. On va passer aux questions à rafale. Oui, comme ça. OK, assez rapide, il y en a 3-4. Ta plus belle qualité, ton plus grand défaut? Je pense que ma plus belle qualité, c'est que je suis quelqu'un de joyeux. J'aime le plaisir est important dans ma vie, pas juste pour moi. Je m'organise pour que tout le monde ait du fun. C'est un cadeau, un don que j'ai eu, je pense, bien humblement, puis que j'essaie d'exercer puis de mettre tout le monde de bonne humeur. J'aime que les gens soient heureux. Puis j'ai une facilité à être heureux. Mon plus grand défaut, j'ai pas de patience. J'ai pas de patience avec les objets. Tu sais, moi là, toi là, t'es un téléphone. Alors, ta job, c'est de téléphoner. Si tu téléphones pas, au moment où j'ai besoin de téléphoner, on parle de la caméra. Parce que c'est ça ta job. Ça, c'est des écouteurs. Si tu fais pas le job d'être des écouteurs, on est fou. Alors, non, j'ai pas de patience, mais pas du tout avec les objets. J'ai beaucoup de patience avec les humains que je considère qui ont pas la chance d'être quick. Je suis très patient avec un être humain. Moi, je pense, je suis quelqu'un de rapide, de quick. Si quelqu'un est plus lent, je vais m'adapter à lui, puis je vais lui laisser faire ses choses pour qu'il se sente bien, parce que je veux qu'il soit heureux. Par contre, si t'es quelqu'un d'intelligent, puis que tu me traites en épais, c'est malade. C'est malade comment je vais réagir. Moi, je dis des choses à des gens, des fois, même si je suis connu, là, maintenant, là, je fais attention, je fais pas de crise, mais je vais nommer la chose. Je vais dire, mais t'es conscient que ça n'a aucun sens ce que tu fais là? Tu sais que dans la vraie vie, c'est calme. Je vais le dire, je vais nommer la chose. Ouais, mais c'est facilement qu'on fait ça, ouais, mais t'es conscient que dans ton règlement, ça prend pas en compte que blablabla. Fait que je suis assez fort, donc impatient. Impatient. OK, tu lis un bon livre ou tu regardes un bon film? Un bon film. J'ai de la misère à lire j'ai pas une lecture rapide agréable. Pourtant, j'ai fait ça toute ma vie, là, de lire des textes. C'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est peut-être ça. J'ai pas une lecture. Je suis pas dyslexique, mais presque. Tu sais, ça s'embrouille, fait que je préfère de voir mon film. Un petit gâterie que tu te payes de temps en temps? Tarte au pacane. Je suis dépendant à la tarte au pacane. S'il rentre une tarte au pacane dans ma maison, c'est fini. Elle fait pas 24 heures. Moi, là, j'en mange au dessert du souper. Je vais en prendre une slice dans la veillée, une mini slice avant de me coucher. Je déjeune avec le lendemain matin, puis j'en mange à l'heure du midi. Je te niaise pas, là. Moi, là, quand ma blonde, au début, ma nouvelle blonde, là, fait 2 ans, ben, 1 an et demi maintenant, là, mais au début, là, elle va me faire plaisir, ça devait ma tarte au pacane. Je m'en sais chicané. J'ai dit, faut t'arrêter de faire ça. Ouais, mais prends un morceau. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais te donner un exemple, là. La dernière tarte au pacane, sa mère qui l'a fait, elle était écœurante, cette tarte au pacane à sa mère, man, c'est malade, tu viens fou, c'est comme ça, Bon. Là, je fais ce que je te dis. Je rétrécis les slices, là, donc, au souper, dans veillée. Là, je viens de me coucher, puis j'ai le goût de prendre une pointe. Je suis hanté par ça. Je me dis, non, couche-toi, à ton réveil, tu vas en manger, fait que tu auras au moins sauté une shot. Je me couche, m'endors, je me réveille, fais-moi, je me mets dans la robe de chambre, descends en bas, tarte au pacane, je prends ma slice, je mange une petite slice de tarte au pacane, je suis tellement content, je remonte en haut, je regarde l'heure, faisant une demi-heure journée. Malade de même.
Il était minuit et demi. Je m'étais endormi à minuit et demi, je me suis réveillé. Ça me hantait trop. J'allais manger une slack. Mais au fait, c'était à 4 heures du matin, donc j'avais le droit. Tarte au pacan. Tarte au pacan. Ça, là, c'est une gâterie. Tu comprends pourquoi tu pourrais dire que c'est nono, pas une gâterie? Tarte au pacan. Mais non, c'est parce que moi, je la finis. C'est ça? Donc, quand je la rentre, c'est une gâterie. C'est ça. Sinon, non. Ouais, je peux pas résister. Je voulais te demander si t'étais un gars à l'avance ou dernière minute, mais tu m'as pas mal répondu. Quand t'étais avec les grandes gueules, t'étais plutôt du genre à J'aime voir loin. Je suis dernière minute pareil mais je suis organisé. C'est-à-dire que j'organise mon dernière minute. Si j'ai choisi de finir l'affaire le matin même, c'est un choix. OK. Si tu pouvais revenir dans le passé, tu reviendrais où? Puis qu'est-ce que tu changerais si tu changerais quelque chose? Si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que tu changerais? Mettons que je me donne pas le privilège de changer les choses, OK? Mettons, pour jouer à ton jeu. Mettons. Parce que c'est à propos de ta question, parce que j'y ai beaucoup pensé récemment. Puis ça fait longtemps que je vais même écrire un numéro là-dessus. Moi, je trouve que mes parents, on est pas mal du même âge, après moi, on n'est pas loin. Hein? 38. Bon. Fait que, à cause de Julie puis l'école, là, je l'ai mélangé. Donc, si je trouve que nos parents ont eu la chance d'avoir les meilleures années de la planète. Je le dis de façon très objective parce que je m'intéresse beaucoup à l'automobile et puis ça m'a amené à éplucher les années 40, 50, 60, 70. Donc, les années, moi, si je pouvais revenir, j'aimerais avoir entre 15 et 18 ans, début 1960. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une époque de l'humanité où il y a assez de technologie, pas trop. C'est-à-dire que tu soignes avec une vraie laveuse, t'es plus avec une laveuse à tordeur. Tu comprends ce que je veux dire ces années-là? Même dans l'automobile. Avant les années 60, rudimentaire. Mais quand tu penses 62, 63, ne serait-ce que la première Corvette, 63, tu fais comme, oh Chris, il se passe de quoi là? Fait que ça commence à être le fun. T'es dans les décennies à on peut. Ouais. On va sur la Lune. Et là, ça décolle, là. Les industries, les machines, les avions, on peut voyager, tu peux t'ouvrir un commerce, le gouvernement t'étrangle pas, t'as de la liberté, tu peux faire de la moto-podcast si ça te tente, c'est ton choix. Et ainsi de suite, tu payes à peu près pas d'impôts. Ça veut dire que tout le monde est égal, tout le monde peut avoir une bonne idée puis devenir garagiste, plombier, whatever. C'est facile. Tu vas travailler avec ton oncle qui est plombier, 2 ans après, t'es plombier, t'as ton camion, puis donc tu peux te créer une vie avec ce que la planète peut te donner de meilleur. Je te dis pas qu'on l'a pas massacré en s'en allant puis qu'on n'a pas fait des erreurs. C'est pour ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je trouve que nos parents, puis je n'ai parlé de ma mère, puis des mon oncle, ma tante, qui sont d'accord aussi, ils ont eu, ça dansait dans un snack bar. Ça sortait au snack bar du coin. Et ils ont eu, la vie était difficile, c'était compliqué, mais il y avait le chauffage, il y avait des maisons, donc je trouve que de l'histoire de l'humanité, bizarrement, ça dure 50, 60 ans, parce qu'après ça, l'ordinateur arrive, puis c'est fun au début, mais là, maintenant, on est emprisonné. C'est bien commode, là, tout ça, là, mais on est pris dans une affaire qu'on sait pas où ça va nous mener. Mais, donc, je trouve que ces années-là, 60, c'est le meilleur de la planète. Ils ont eu tu sais, je veux dire, tout est à voir. Excellent. Écoute, pour terminer, José, peux-tu nous donner un petit conseil pour les jeunes qui nous écoutent? Certainement. De façon générale. De façon générale, je te pose. Le même que je donne à mes propres enfants. Prenez une chance de prendre des décisions, gang. Prenez des décisions. Il n'y a rien de mieux que de prendre une décision, d'avoir un rêve, prendre une décision qui va t'amener pour te rapprocher de ton rêve, mais si tu t'es trompé, tu pourras reprendre une nouvelle décision pour te rapprocher à nouveau de ton rêve. C'est mon meilleur conseil. Prendre des décisions. Prendre des décisions. José, tu as une page Facebook, t'es beaucoup actif sur les réseaux sociaux, tu as une page Facebook, tu as un compte Instagram, sur Twitter aussi. Qu'est-ce qui s'en vient pour terminer, là? Y a-tu des projets, à part, ça finit bien la semaine, que là, ça s'est bien fini avec le COVID, là?
Oui, mais techniquement, on tourne cet automne, nous autres, quitte à tourner chacun chez soi, là, il va y avoir une solution, c'est ça, on y travaille des semaines, des mois. Je travaille en ce moment, avec tout ce qui est arrivé, je travaille à un hybride entre un show de télé puis du web. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une nouvelle fenêtre que j'ai discuté avec mon producteur, là, une nouvelle fenêtre potentielle. C'est-à-dire que les budgets de télé vont être de plus en plus durs à avoir parce qu'il y a moins de publicité, parce que tout est fermé. Bon, ça va se replacer, mais il y a quand même, ça a créé un trou. Parce que cet argent-là, les chaînes de télé et les chaînes de radio ne le retrouveront jamais. Comme plein d'autres domaines, mais je parle de mon domaine. Donc, et le podcast ou les conversations online, comme on fait maintenant, dans ton cas, c'est vraiment plus sous forme d'entrevue, c'est très agréable, mais il y a beaucoup de choses qui se font par des jeunes humoristes, d'autres avec lesquels j'ai participé, que ils n'ont pas de plan de match, ne font que jaser dans le vide. Là, nous autres, on avait un plan de match. T'avais un plan de match que j'ai suivi, puis j'ai débordé parce que je parle trop. Parce que j'aime ça. Mais donc, entre ça, moi, j'ai développé avec 2 scripteurs quelque chose qui rentre dans le milieu. Plus orchestré qu'un podcast, moins lourd qu'un show de télévision. Et là, je suis à l'étape où je vais faire un pilote de ça d'ici quelques semaines. Donc, on va voir ça. J'imagine qu'on va avoir les liens sur tes... Oui, ça va exactement. Puis, moi, mon but dans cette affaire-là, c'est de s'éclater. Juste du fun. Juste du gros fun, ça. Avec plein de vedettes qu'on connaît. On aime ça, José, on aime ça. Merci pour tout. Hey, on a débordé, ça n'a juste même pas de bon sens le temps que je t'ai pris. T'es vraiment très généreux. Merci beaucoup. Les jeunes, j'espère qu'ils vont commencer à prendre des décisions. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Merci beaucoup, José, puis succès dans tout ce que tu entreprends, ça va bien. Merci beaucoup. Mon plaisir. Bravo, bel job. Ciao. Merci.